Cette carte met en évidence les processus de la mondialisation, c'est-à-dire de la mise en relation des différents territoires du monde. On peut noter qu'il existe trois grandes phases de cette mondialisation. La première phase est celle des voyages à la recherche des Indes dans le 15e, 16e siècle, ce qu'on appelait dans le temps les grandes découvertes, qui ne s'appellent plus véritablement comme ça, parce que les pays ont existé et que c'est pas la découverte qui les fait exister. Ces voyages partent d'Europe, en particulier d'Italie, de France, d'Espagne, du Portugal, vers normalement vers l'Inde, mais de fait vers les Amériques, avec installation et donc mise en contact des Antilles, de l'Amérique du Sud et particulièrement du Brésil, ça c'est pour le Portugal, mais il y a aussi un contact avec l'Inde et donc l'ensemble des côtes africaines. C'est une première période de relations. La deuxième période, c'est celle de la révolution industrielle. Elle part donc d'Angleterre, mais on s'aperçoit donc qu'on a une translation du système monde, d'un système monde anglais vers un système monde américain. Cette période donc du 19e siècle jusqu'au 20e en fait, elle s'accompagne de la colonisation de l'Afrique, mais d'une grande partie de l'Asie aussi. La troisième grande phase de la mondialisation, c'est la phase que nous connaissons depuis la deuxième moitié du XXe siècle, depuis les années 70 en fait, qui met en relation l'ensemble des pays du monde avec trois grands pôles qui dominent, les États-Unis, l'Amérique du Nord, l'Asie orientale et l'Europe orientale. Ce deuxième document, le document numéro 3, est un ensemble de courbes concernant les exportations de marchandises en milliards de dollars par continent. Il est assez net que le décollage des exportations de marchandises se fait dans les années 70, avec des nuances entre les continents. La première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement l'Europe est le continent qui connaît le plus d'exportations de marchandises en milliards de dollars, encore aujourd'hui. Mais attention, il s'agit des exportations des différents pays européens, et il y a beaucoup plus de pays européens qu'il n'y a de pays d'Amérique du Nord, par exemple. La remarque vaut partiellement pour l'Asie aussi. Donc les trois grands pôles qu'on a pu observer dans le document précédent sont les pôles qui sont le plus exportateurs de marchandises, donc l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord. Il faut attendre les années 90 pour que le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et les années 2000 pour que l'Afrique se mêle véritablement au commerce international. Le document précédent montrait l'intégration donc de la Chine, l'intégration de la Chine qui a permis la rupture que l'on voit dans les années 2000 en Asie. Cette page du livre met en évidence les acteurs de la mondialisation. Dans la page de gauche, que je ne vous montre pas ici, vous avez la gouvernance économique mondiale. On traitera cette question en histoire sitôt qu'on aura fait le point là sur les acteurs de la mondialisation. Parmi les acteurs de la mondialisation, le plus évident sont les firmes transnationales. Alors, rappelons qu'une firme transnationale est une entreprise qui possède des actifs dans au moins deux pays, et donc on évoque pour les firmes transnationales les sièges sociaux et les filiales, ou les maisons mères et les filiales, les deux expressions sont utilisées. Ici, vous avez une carte de la première des firmes transnationales, qui est la firme de Walmart, et sur cette
carte, vous avez aussi Auchan et Coca-Cola. Alors pourquoi ces trois firmes transnationales? Parce que je viens de vous le dire, Walmart est la plus importante, hein, et qu'il s'agit de firmes transnationales qui concernent soit la distribution, Walmart, Auchan, soit la diffusion d'une boisson dont l'internationalisation est absolument évidente. Coca-Cola, on va voir ça avec les produits internationaux. En l'occurrence, nous traiterons de Nutella, mais c'est vrai qu'on aurait pu prendre Coca-Cola, ce qui serait assez intéressant. Bon, on voit le nombre d'États ici qui ont un PIB inférieur au chiffre d'affaires des firmes transnationales en 2011, de ces firmes transnationales en 2011. On voit que c'est le cas de très nombreux pays, y compris en Europe, pour ce qui est de Walmart. Ça montre l'importance de Walmart, effectivement, mais aussi la plus grande partie de l'Afrique qui a un chiffre d'affaires inférieur, y compris à Coca-Cola. Le premier acteur de la mondialisation, celui qui fait le plus dans les exportations aussi, tant de capitaux que de produits par les échanges entre filiales et maisons mères, sont donc des firmes transnationales. La main invisible du marché est celle du libéralisme international. La critique est que j'aimais mieux la main invisible du marché. C'est en fait cette main invisible du marché et ce libéralisme international a permis tous les excès. Et dans le domaine de la finance, ça a abouti à la création de bulles spéculatives qui sont à l'origine de la crise financière de 2007-2010, parce que de fait, la main invisible du marché ne fonctionne pas véritablement. On a une crise qui a provoqué une prise de conscience des autorités et l'adoption par les États-Unis de la règle Volcker, visant à encadrer les investissements spéculatifs des banques. L'État américain prend des mesures de régulation, encadrement des systèmes de rémunération, investissement des fonds publics. Je vais répondre aux questions concernant ce document dans le sens inverse. Alors, qui est membre du G20 ? En fait, c'est ce qu'on appelle un organisme censitaire, donc c'est une question de revenus. Le G20 réunit les pays en fonction de leur richesse. 85% du PIB mondial sont dans le G20. Enfin, les pays qui sont au G20 représentent 85% du PIB mondial, c'est mieux dit dans ce sens-là, et ne représentent que 40% de la population, ne représente que 60%, de la population mondiale. Autrement dit, 40% de la population mondiale est exclue du G20. Bon, on verra à quoi sert le G20 dans le cours en histoire sur la gouvernance économique mondiale. Ça dépend des situations, ça dépend des crises. Disons que c'est une réunion qui essaye de réguler un peu l'économie en période de crise.